Mr. Ivan Bunjo. He will be talking to us on hexagonal architecture in the front end. Welcome, Ivan. Okay. Hello, bonjour, bonsoir, suivant les lieux où vous nous écoutez. C'est la deuxième fois que je vais prendre la parole, mais cette fois, ça ne sera plus pour l'ouverture de la conférence, ça sera pour parler un peu de technologie. Vous pouvez juste partager, rajouter l'écran. Ok, voilà, cette fois, on parlera principalement de technologie, notamment l'architecture hexagonale côté front-end. Bon, j'ai pas prévu de slide présentation. Vous comprenez que dans les pubs qui ont été faites, en fait sur les réseaux, c'était pas prévu que je fasse un talk. C'est un talk que je me suis dit en dernière minute, il fallait quand même que je fasse, puisque c'est un sujet suite à un des posts que j'avais fait sur LinkedIn qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a eu plus de 25 000 impressions. Et pourtant, je posais juste la problématique de l'architecture hexagonale au front-end. Il y a eu plus de 25 000 impressions et je crois, lorsque je rejoignais cette salle pour le talk, on est à plus de 85 likes. Alors, qui suis-je? Moi, je suis Ivan Goudjou. Je suis technical lead. Je suis aussi youtubeur quelquefois. Je m'amuse à créer du contenu. Voilà, en parallèle aussi, j'ai cofondé la communauté Camera IT. Et Camera IT, en fait, si vous voulez, c'est la communauté qui organise Kutano. Voilà, qu'est-ce que je fais encore d'autre? Voilà, on a parlé déjà de Kutano. Et aussi, j'ai, il y a quelques temps, voilà, mis sur pied une librairie qui s'appelle EasyCall.js. Voilà, le but de cette librairie, c'est simplement de faciliter l'intégration des appels vidéo dans les applications front-end. Ça peut être soit des applications mobiles, soit des applications tout simplement web. Alors, voilà un peu ce qu'on parlera pendant ces quelques minutes de talk. On parlera principalement de... on va faire un rappel sur ce que c'est cette architecture de manière générale. On va parler de l'image de cette architecture, en fait. On va présenter l'image tant pour moi. On va dire pourquoi cette architecture au front. On parlera des concepts clés aussi de l'architecture hexagonale. On va clôturer en fait par un cas pratique. Bon, c'est marqué la code du port primaire, désolé pour la maîtrise, mais ça sera simplement le code de manière générale. Voilà. Peut-être il faut préciser que j'avais prévu dans ce talk, avant ce talk, faire une démo, mais compte tenu un peu des contraintes de la réalisation qui m'ont obligé à utiliser ma machine pour la diffusion, je ne ferai pas de démo en live, mais par contre, je présenterai le code de source, je présenterai les subtilités, je mettrai le code de source à disposition des personnes que ça intéresse et qui souhaitent comprendre davantage sur le sujet. Bon, voilà, c'est quoi l'architecture hexagonale? Je commence là par une citation de Michael C. Feeders. Bon, j'espère avoir bien prononcé, sinon Rai, tu vas corriger. En tout cas, Michael C. Feeders, il dit dans son ouvrage intitulé Working Effectively with Legacy Code, en gros, travailler efficacement avec du code legacy. Dans cet ouvrage, Michael nous dit que un code legacy, c'est un code qui n'a pas de test. Bon, un code, la définition du code legacy, c'est multiple, chacun y va de sa sauce. Pour certains, c'est du code hérité. Bref, on ne refera pas le débat ici, c'est pas le but. Mais moi, je prends cette citation pour qu'on comprenne en fait le pourquoi de cette architecture. Michael nous dit donc qu'un code legacy, c'est un code qui n'a pas de test. Et du coup, pour éviter donc d'avoir un code legacy par conséquent, la conséquence de sa citation, c'est que pour éviter d'avoir un code legacy, il faut donc des tests dans notre application. L'une des questions donc maintenant que les plus avertis vont se poser sera celle de savoir comment tester efficacement si le métier est fortement couplé à la technique. Bon, pour qu'on se comprenne bien, je vais prendre l'exemple de la librairie que j'ai publiée il y a quelques mois maintenant. Je crois que ça doit faire pratiquement 3 mois déjà. Pour la librairie EasyCall.js, en fait, je suis parti sur la base de ce principe. Bon, alors, imaginez, je travaille sur une application ma librairie, elle est censée faire, en fait, si vous voulez, faciliter l'introduction des appels vidéo dans les applications. Et lorsqu'on veut travailler avec ce principe d'appel vidéo et autres, il y a une norme du navigateur
ou une norme du web tout simplement qui s'appelle WebRTC. Cette norme, en fait, elle impose que les applications qui souhaitent communiquer entre elles fassent au préalable ce qu'on appelle du signalement. Le signalement, c'est quoi? C'est que Alice qui veut communiquer avec Bob vont au préalable d'abord échanger des informations préliminaires. Alice va envoyer des informations, notamment son adresse IP, un certain nombre de choses. Bob aussi va recevoir et réagir, répondre à Alice avec les informations nécessaires. Maintenant, le signalement, c'est un détail technique. Bon, moi, j'ai utilisé, dans le cadre de ma librairie, moi, j'ai utilisé comme serveur de signalement Firestore. Imaginez demain dont j'ai un client, par exemple, une entreprise de la place qui fait de la consultation musicale à distance, qui souhaite intégrer ma librairie. Mais elle, pour des raisons de sécurité ou pour des raisons quelconques, ne souhaite pas utiliser Firestore. Si mon code il est en soupe, alors qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise va me dire, écoute, ta librairie, on l'apprécie bien, on veut bien l'utiliser, mais on a un problème avec Firestore. À ce moment, qu'est-ce que je fais? Puisque Firestore, c'est mon serveur de signalement, je suis obligé de redévelopper en utilisant comme serveur de signalement ce que l'entreprise va vouloir. Ça pourrait être un serveur Node.js. Je crois que Borel a fait un excellent talk tout à l'heure sur Node.js, ou ça pourrait être n'importe quelle autre solution temps réel. Après, j'ai une autre entreprise lambda aussi qui souhaite utiliser la librairie, mais elle, cette entreprise, elle ne veut pas du tout, comme la première, utiliser soit Firestore, soit la deuxième solution préconisée par la première entreprise. À ce moment, je dois encore tout refaire le code et redéployer. Ça devient fastidieux. Même pour les gens qui ne sont pas techniques, comprennent que ça veut dire à chaque fois que ta librairie, ton truc de librairie là voudrait être utilisé quelque part, tu seras obligé de redévelopper et ça, personne n'est content. Dans ce cas, la principale conséquence aussi, c'est qu'on ne pourra pas tester un tel code en fait. Du coup, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc se baser sur des mécanismes tels que l'architecture hexagonale, telle qu'on aura l'occasion de voir. Le but ici, ça sera de considérer le serveur de signalement comme un détail de bas niveau. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, pour mieux comprendre ce que c'est l'architecture hexagonale, ça, c'est une image que j'ai empruntée à Alistair Cockburn. Voilà, cette image, je l'ai préférée parce qu'elle, je pense, à mon sens, qu'elle permet de comprendre de manière synthétique ce que c'est l'architecture hexagonale. Bon, on va commencer d'abord par s'intéresser à l'hexagone, en fait. L'hexagone, c'est quoi? L'hexagone, c'est le corps, en fait. C'est le corps, ça veut dire, ça veut dire quoi? C'est la partie de votre application qui ne dépend pas de la technique. Rappelez-vous tout à l'heure, dans le cadre de ma librairie EasyCall.js, j'ai travaillé avec comme serveur de signalement Firestore. Mais je vous ai dit, puisque j'ai utilisé une architecture hexagonale, je peux facilement switcher de serveur de signalement. Je peux quitter de Firestore à Node.js ou à tout autre serveur de signalement que je souhaite. Maintenant, pour pouvoir le faire, donc, il faut donc que le corps, c'est-à-dire la logique de l'application en elle-même, ne dépende pas de la technique. La logique de l'application, elle sera développée dans un langage de programmation. Ça pourrait être du Java, ça pourrait être du TypeScript et j'en passe. Mais il n'y a pas de technique et c'est ça qu'on appelle l'hexagone. Donc, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de framework et autres, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça qu'on appelle l'hexagone ou si vous voulez, c'est tout simplement ça qui représente le corps de notre application. Autour, donc maintenant, vous avez, bon, avant même qu'on ne parle des éléments périphériques, vous allez remarquer déjà à l'intérieur de l'hexagone, il y a des for parking car, for obtain rate et autres. Pourquoi le for? C'est une convention simplement proposée par Alistair. Vous n'êtes pas obligé de nommer vos interfaces ou vos ports ainsi, mais Alistair, lui, puisqu'il est le précurseur de ça, il nous recommande toujours de nommer nos interfaces par un for. For quelque chose, for doing something, n'est-ce pas? Donc, c'est la convention, en fait, recommandée par Alistair. Et ensuite, maintenant, aux extrémités de l'hexagone, ou du moins tout aux abords de l'hexagone, vous avez quoi? Vous avez ce qu'on va appeler des adaptateurs. En fait, en gros, les adaptateurs, si vous voulez, pour faire simple, on aura l'occasion certainement de revenir dans les slides prochaines. Mais en fait, des adaptateurs, ça sera simplement des implémentations de notre corps, des implémentations de notre logique qui, eux, utilisent la technique. Donc, moi, lorsque je travaille sur ma librairie EasyCall.js, qu'est-ce qui se passe? Je développe, j'orchestre tout, en fait, la logique. Je me dis, pour que Alice et Bob puissent communiquer avec leur famille, voilà la logique, n'est-ce pas? Alice, voilà ce qu'elle fait. Voilà le workflow, ça s'appelle en d'autres, sur d'autres sur l'algorithme. Bob aussi, voilà ce qu'il fait. Mais quand j'écris cette logique, quand j'écris cet algorithme, je fais abstraction de la technique. À ce moment, je ne connais pas Angular, je ne connais pas Firestore. Ça ne me concerne pas. Je m'en fous de ça.
Tout ce que je connais, c'est mon langage de programmation. C'est du TypeScript. Pour ceux qui ont peut-être pris la peine d'inspecter ma librairie, vous allez vous rendre compte que le code, c'est du TypeScript. Il n'y a pas de framework. Maintenant, une fois que j'ai terminé ça par la suite, il faut bien maintenant que ces abstractions, les abstractions, c'est simplement des interfaces, ces abstractions qui sont utilisées dans mon corps puissent être définies avec une technologie spécifique. Ça sûrement qui intervient dans la notion d'adaptateur ou adapteur en anglais. Vous allez vous rendre compte, si je regarde à droite, par exemple, vous avez plusieurs déclinaisons pour une interface ou pour une abstraction. On peut avoir deux implémentations. On a une implémentation test double. Bon, ça peut être un fake. Un fake, c'est simplement une classe qui simule un comportement, une implémentation d'une interface qui simule un comportement. Et vous avez donc maintenant un adaptateur qui, lui, est lié à une technologie. Par exemple, pour pouvoir obtenir les étoiles, en fait, et tout, on peut créer un file adapter. Créer un file adapter, ça veut simplement dire que, en gros, l'entrée de notre système, ça sera un fichier. À ce moment spécifique, à ce moment précis maintenant, on a implémenté notre interface avec une technologie bien précise. Et c'est pareil lorsque vous regardez à gauche. Maintenant, ce qui va être important quand même à gauche de savoir, c'est que vous vous rendez compte, l'utilisateur, bon, ça je ne sais pas si j'ai peut-être précisé le contexte au début, mais ça en fait c'est une application qui permet aux chauffeurs de réserver une place de parking directement sur leur tablette ou leur application mobile. Le chauffeur qui vient pour garer, qu'est-ce qu'il fait? Il interagit comme vous voyez là en fait sur l'image, il interagit avec soit une application web, une interface web, ou soit avec, ça pourrait être UCLI, mais dans le cas d'Alistair ici, il a choisi que le chauffeur interagisse, ce qui est logique, avec une application web. Bon, vous imaginez bien évidemment qu'on ne va pas demander à un chauffeur de saisir les commandes sur une CLI, quoi. Bon, ça fait pas sens, les chauffeurs ne sont pas des devs en tout cas. Donc, voilà un peu pour la petite parenthèse. Et le web, l'interface UI, ou l'interface web ou le contrôleur, si vous voulez, c'est ce qu'on va appeler un adaptateur primaire. Remarquez bien sa position, parce que c'est un débat que j'ai eu avec un expert Angular il y a quelque temps sur LinkedIn, parce que pour lui, il y avait un peu bon, bref, on va pas refaire le débat ici, mais ce qui est important, c'est de comprendre que l'adaptateur primaire, il ne vit pas dans l'hexagone, il est hors de l'hexagone. Et l'adaptateur primaire, ça peut être votre interface, ça peut être votre contrôleur, bref, tout ce qui permet en fait à l'acteur principal ou l'acteur primaire d'interagir avec votre code, d'interagir avec votre logique métier. Après, on pourra avoir plusieurs autres déclinaisons des adaptateurs. Voilà. Maintenant, pourquoi cette architecture au front? C'est la question logique. Logiquement, généralement, on va parler de ce genre d'architecture. C'est des gens qui font du back-end qui vont utiliser ça parce qu'on se dit que le back-end est plus adapté pour encapsuler des règles métiers. On se dit que le back-end est plus robuste. Généralement, on va éviter d'en parler côté front-end. Mais on a tout aussi intérêt à appliquer ça au front-end. La première raison, déjà, d'abord, c'est pouvoir facilement tester la logique. Moi, lorsque j'ai écrit ma librairie EasyCall.js, en fait, je vous ai dit à l'entame que je l'ai écrit sans parler d'Angular, sans parler de Firestore. Ça me donne un avantage énorme. Pourquoi? Parce que là, je n'ai écrit que des classes avec des méthodes, ce qui facilite les tests. Donc après, il me suffit juste d'écrire des tests qui permettent de vérifier le comportement. Pourtant, déjà, si votre code est fortement lié à la technique, alors tester ça, ça devient un enfer. Ensuite, la deuxième raison, c'est pouvoir changer facilement d'implémentation. Lorsque vous travaillez avec cette approche-là, vous pouvez facilement switcher entre les implémentations. L'implémentation, par exemple, de tests et l'implémentation de production. Moi, dans le cadre de ma librairie, toujours, pardonnez que je prenne cet exemple, mais je pense que c'est très adapté pour attacher les hexagones dans le front. Dans le cadre de ma librairie, par exemple, moi, j'ai en fait un serveur de signalement qui n'est qu'un fake en fait, qui en réalité n'est pas forcément lié soit à un Firestore ou soit à un Node.js pour faire du temps réel. C'est simplement une classe qui retourne des objets codés en dur, mais cette classe, elle est utilisée à des fins de test. Et parce que le but pour moi, c'est de faire quoi? Le but pour moi, c'est de tester un comportement, c'est de tester que le scénario fonctionne, le scénario tel que pensé fonctionne et qu'il n'y aura pas de bug après. Et lorsque je suis sûr donc maintenant que tout est OK, je peux donc switcher de l'implémentation de tests vers l'implémentation de production qui sera bien évidemment un service de signalement basé sur Firestore. Demain, si j'ai un autre client qui me dit qu'il veut utiliser ma librairie, mais il ne fait pas confiance à Firestore pour des raisons
qui lui sont propres. Il suffit tout simplement pour moi de recréer une nouvelle implémentation, d'écrire une nouvelle implémentation. Je ne touche pas mon code source. Ça fait en sorte que je n'ai pas besoin de redéployer l'application, mais juste j'étends l'application. Donc, les gens qui sont qui aiment bien c'est le haut du solide, voilà. Les gens qui sont très à cheval sur les principes solides, ils aiment bien le open close principle. Donc, en gros, ça doit pouvoir être fermé à la modification, mais ouvert à l'extension. Et justement, ce type d'architecture vous permet à coup sûr de respecter ce fameux haut du solide. La troisième raison pour laquelle c'est tout aussi intéressant de parler d'une architecture hexagonale au front, c'est la séparation du système. Bon, voilà. Pour revenir toujours dans le cas de ma librairie EasyCallJS, une fois mon code écrit, j'ai testé les scénarios, c'est bon, ça fonctionne comme attendu. À ce moment, je peux maintenant, si j'ai une équipe, je confie à un développeur le Firestore Adapter. En gros, le développeur, lui, va écrire l'adaptateur en utilisant Firestore. Je confie à un autre développeur le Node.js Adapter. Lui, va écrire en fait une implémentation de l'adaptateur en utilisant Node.js. Les deux travaillent de manière séparée. Ils testent les applications de manière séparée et ensuite, on va juste greffer les adaptateurs à l'application suivant ce que le client désire. Donc, cette architecture facilite aussi cette séparation du système. Et ensuite, enfin, changer de technologie. Bon, il pourra y avoir d'autres raisons que vous trouverez dans la littérature. La littérature à ce sujet, elle est assez vaste, mais pour des raisons de talk aussi, compte tenu du temps, j'ai synthétisé les quatre que j'ai estimés n'étant pas des moindres, en fait. La quatrième raison, c'est le fait de pouvoir facilement changer de technologie. Imaginez demain, voilà, moi j'ai une implémentation par défaut pour ma librairie qui utilise Firestore, mais demain Google décide que Firestore n'est pas un produit rentable et voilà, c'est la fin de vie de Firestore. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ma librairie, elle est morte en fait. Si ma librairie, elle était fortement couplée, j'aurais deux choix. Soit je tue la librairie, soit je redéveloppe en utilisant par exemple Node.js avec les conseils prodigués par notre ami Vorel qui nous permet d'avoir des applications hyper rapides, tout ce que vous voulez. Soit je peux redévelopper, soit je tue la librairie, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui n'est pas forcément la bonne chose parce que ça tue carrément des nuits blanches, des jours de travail et voire des mois en fait. Donc pourtant, avec ce genre d'architecture, ce que je fais juste, ok, Google a tué Firestore, il n'y a pas de souci. Le lendemain, je crée un nouvel adaptateur basé sur Node.js ou sur n'importe quelle autre technologie temps réel, je greffe à mon corps et le tour est joué. Voilà un peu les machins, ce qu'on peut retenir. Les concepts clés, en fait, c'est qu'il faut savoir lorsque vous voulez manipuler cette architecture. Il y a la notion de port primaire. Bon, j'ai un peu synthétisé. Un port primaire, c'est généralement dans la littérature, à défaut de port primaire, vous allez voir souvent driven. Bon, Pride va corriger si j'ai mal prononcé, en fait. En anglais, c'est pas ma langue maternelle, mais j'ai mis essaye. Voilà, vous avez le port primaire qui est encore appelé driven. Dans la littérature, vous allez souvent voir ça, le driven port. En fait, ce sont des interfaces tout simplement qui vont rassembler les cas d'utilisation métier. En gros, moi qui développe une application comme EasyCallJS qui a pour but de faciliter l'introduction des appels vidéo, de faciliter l'échange entre Alice et Bob, en fait, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Un exemple de mon port primaire, bon, pas forcément ça, mais un exemple, ça pour pouvoir rassembler des méthodes qui permettent de lancer l'appel, des méthodes qui permettent de raccrocher un appel, la méthode qui permet de retirer un participant d'un call une fois qu'il a raccroché. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer en fait que l'utilisateur fait lorsqu'il est connecté devant soit son Teams ou soit son Google Meet, quoi. Donc, mon port primaire va rassembler ça. En gros, port primaire ou driven, ça rassemble, c'est une interface qui rassemble simplement les cas d'utilisation métier. Ensuite, donc, vous allez entendre très souvent parler de la notion de port secondaire. Port secondaire, encore appelé driven, en fait. Donc, quand vous voyez port secondaire ou driven, sachez que c'est la même chose, en fait. Elles sont les interfaces maintenant qui permettent d'inverser la dépendance entre les détails techniques et ceux de haut niveau. Bon, dit comme ça, les gens vont dire waouh, c'est complètement compliqué son truc, je comprends rien du tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire inverser la dépendance entre les détails techniques et ceux de haut niveau? Ça veut simplement dire que, en gros, le port secondaire, c'est lui qui est consommé par notre port primaire. Rappelez-vous, au début, je vous faisais comprendre que pour l'application, on a commencé par développer d'abord notre corps. On a développé d'abord toute la logique, mais on a développé la logique sans penser à la technologie. C'est rendu possible par quoi?
C'est rendu possible simplement par le fait que notre port primaire utilise une interface qui, elle, sera plus tard implémentée par diverses technologies. En gros, lorsque je veux, dans le port primaire qui contient les méthodes pour lancer l'appel, raccrocher, retirer un participant, en fait, lancer l'appel, ça doit nécessiter de faire appel à un serveur de signalement. Mais ce serveur de signalement, il est abstrait. Il est abstrait, ça veut dire qu'il est remplacé par une interface dans le corps, en fait. Et du coup, puisqu'il est abstrait, bah, plus tard, je pourrais simplement donc développer une implémentation et injecter cette implémentation là où bon me semble en tout cas. Donc, c'est un peu ça le port secondaire. C'est lui qui va un peu faire en quelque sorte, va nous permettre en quelque sorte d'inverser la dépendance entre nos détails de haut niveau. Généralement, c'est les détails métiers et ceux de bas niveau. Et ils seront implémentés donc maintenant avec diverses technologies. Dans mon cas, l'implémentation par défaut, c'est Firestore. Mais je vous invite bien évidemment à continuer à contribuer à la librairie en ajoutant d'autres implémentations de serveurs de signalement. Vous serez les bienvenus en tout cas. Après, il y a aussi la notion d'adaptateur primaire. Comme on a vu tout à l'heure, en tout cas, l'adaptateur primaire, c'est en fait c'est l'interface, si vous voulez, avec laquelle, bon, c'est pas interface au sens des méthodes abstraites. Non, bon, quand je ne même pas ce terme interface pour ne pas embrouiller les gens. L'adaptateur primaire, c'est simplement quoi? C'est simplement l'interacteur avec lequel l'utilisateur principal interagit, n'est-ce pas? Donc, moi, dans mon cas où, pour revenir à l'exemple d'Alistar de tout à l'heure, en fait, vous vous rendez compte, le chauffeur qui vient pour vouloir garer son véhicule, en fait, dans une place de parking, il interagit avec quoi? Il interagit avec une interface utilisateur. L'interface, dans ce cas, c'est ça on va appeler l'adaptateur primaire. Ça aurait pu être une CLI. Bon, on me fait comprendre que le temps, donc il faut que j'accélère un peu. Donc, voilà un peu la notion d'adaptateur primaire. C'est, si vous voulez, l'interacteur avec lequel l'acteur primaire va interagir. Ensuite, il y a la notion d'adaptateur secondaire. L'adaptateur secondaire, c'est ce qu'on présentait tout à l'heure, en fait. C'est une implémentation du port secondaire. En quelque sorte, dans l'adaptateur secondaire, on va utiliser la technologie. Moi, lorsque j'écris EasyCallJS, mon adaptateur secondaire, en fait, il utilise Firestore. Donc, j'ai un Firestore adapteur qui, lui, en fait, permet de faire du signalement en utilisant Firestore. Bon, autre concept important, le concept d'acteur primaire. Bon, l'acteur primaire, c'est seulement celui qui vient déclencher le cas d'utilisation. Pour reprendre l'exemple d'Alistair du début, l'acteur primaire, ça sera le chauffeur, n'est-ce pas? Parce que le chauffeur, c'est lui qui vient contacter le port primaire responsable de l'achat des tickets et autres. Bon, l'acteur secondaire, c'est simplement, en fait, si vous voulez, c'est un acteur qui attend des requêtes de l'application. Si vous développez, par exemple, un système de paiement, en fait, si vous développez un système de paiement, vous aurez une interface, un port secondaire qui sera, disons, payment. Et maintenant, ce port secondaire, vous pouvez avoir différentes implémentations. MTN Payment, Orange Payment, ça, c'est vos différents acteurs secondaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils vont attendre l'information qui vient de votre corps. L'interacteur, c'est simplement soit un adaptateur primaire, soit un adaptateur secondaire ou même un acteur. Bon, le cas pratique. Bon, pour le cas pratique, on ne parlera pas d'EasyCallJS. J'en ai déjà assez parlé. J'en vois déjà qui disent, ouais, arrête de faire ton marketing. Bon, voilà, pour le cas pratique, on va parler d'une librairie de gestion de formulaires. Bon, c'est un petit projet tout banal que je me suis permis de faire à quelques heures, jours de la conférence. Bon, c'est pas encore parfait, mais je pense qu'une fois parfait, ça pourra être utile quand même pour les développeurs Angular, mais surtout pour gérer les formulaires complexes. En fait, en gros, c'est quoi le but? Ce qu'on veut faire, c'est une application, ou du moins une librairie. Bon, librairie, c'est une application au sens informatique du terme. C'est une librairie qui permet de créer et soumettre des formulaires. Donc, en gros, l'utilisateur, le développeur Angular, juste, bon, je l'ai appelée Form Easy. Elle n'est pas encore parfaite, mais je la publierai sur NPM lorsque ce sera le cas. Lorsque l'utilisateur va juste télécharger Form Easy dans son application Angular, et il passe juste une liste qui contient, en fait, on verra tout à l'heure, je ferai une petite présentation. Je vois le présentateur l'AREA qui me dit que le temps arrive bientôt, mais je ferai un peu vite. Donc, du coup, pour revenir à ce que je disais, donc, le but de la librairie sera de faciliter
la création des formulaires complexes dans les applications Angular. Faciliter non seulement la création, faciliter la validation, faciliter la soumission et en plus aussi faciliter la gestion des dépendances. Parce que dans les formulaires complexes, très souvent, en fait, si j'ai coché telle option, alors telle champ s'affiche. Si j'ai coché telle autre option, alors telle autre champ s'affiche, n'est-ce pas? Bon, pourquoi je pars sur une approche basée sur l'architecture hexagonale? C'est vraiment parce que je veux une logique de création de formulaires, validation de formulaires, gestion de dépendance qui ne dépend pas du framework. Je veux une logique que demain, nos amis de Svelte ou nos amis de React pourront réutiliser. Il suffit juste qu'ils prennent le corps et ils créent des adaptateurs, comme on a vu tout à l'heure, basés sur leurs différentes technologies. Bon, je sais que dit comme ça, vous dites qu'il faut passer au code source. On va y arriver, vous inquiétez pas. Ensuite, ce qu'on souhaite vraiment dans notre cas, bon, je sais pas si je l'ai listé, une application qui permet de créer, soumettre des formulaires. Les formulaires sont complexes. Bon, attention à ne surtout pas le faire avec les formulaires simples. Continuez à travailler comme vous avez l'habitude. Les formulaires sont complexes avec des champs qui dépendent les uns des autres. On souhaite aussi que la logique du formulaire ne dépend pas d'un framework afin de faciliter, de favoriser la portabilité, comme je disais tout à l'heure. Et aussi, on ne veut pas que la validation des champs dépend du framework. Auquel cas, si demain Angular décide de changer la logique de validation, ce sont les pleurs partout parce qu'il faut réécrire presque tous les formulaires des applications déjà en production. Bravo à ceux qui auront ce travail à faire. Et ensuite, bien évidemment, puisque il faut toujours tester, il faut faire un examen, j'ai quand même fait, bien que l'algorithme ne soit pas encore parfait, bien que c'est juste à des fins de démo, j'ai quand même fait un adaptateur basé sur Angular. Bon, je vais vous présenter le code source. Comme je dit, je ne ferai pas de démo, mais le code source, il est disponible. N'hésitez pas à le cloner, à le lancer. Il fonctionne. Il est open source en tout cas. Je l'ai publié en open source. Donc, sentez-vous libre. C'est free de customize, rajouter des trucs, vous l'approprier, il n'y a pas de souci. Voilà. Sans vous appropriant des initiatives pareilles que la communauté avance. Alors, je ne parviens pas. Bon, c'est pas grave. Le clic ne redirige pas. Bon, ok. Je vais. Bon, c'est bon, ça va. Je pense que c'est audible, c'est bon, c'est visible autant pour moi. Ok. Du coup, là, je vais présenter vraiment toutes mes excuses de présenter sur GitHub. C'est dû aux aléas du direct. J'avais pas d'autre choix que de présenter ça comme ça sur GitHub. Mais je crois quand même que l'essence de ce que je veux montrer sera perceptible en tout cas. Donc, du coup, là, vous vous rendez compte que, pour revenir même au tout début, vous vous rendez compte, tout se joue ici, dans ce dossier LibCore. C'est lui, en fait, qui représente mon hexagone. C'est lui qui est le corps de mon appli. Dans ce dossier, il n'y a pas de framework. Pas de framework. Alors, une précision aussi, parce que je sais que c'est probablement une question qui viendra, donc je préfère anticiper. Vous allez vous dire, ouais, mais écoute, tu as fait l'architecture hexagonale et ton corps est dans le projet Angular. C'est fait à dessein, à des fins de démo. Et surtout que Alistair lui-même, qui est le précurseur de cette architecture, nous dit que chacun se sent libre d'utiliser soit des modules ou pas. Les puristes, des gens qui sont très attachés au principe de génie logiciel et autres, vous diront que le corps, ça doit être un module déployé séparément et réutilisé. Bon, les puristes, à l'instar, par exemple, donc le Bob préconise ça, que le corps soit un module déployé séparément. Et ensuite, donc maintenant, les adaptateurs sont aussi des modules déployés séparément. Maintenant, on a dans un orchestrateur, l'application qui doit consommer ça. Et dans l'application qui doit consommer, qu'on installe ces modules tout simplement. Voilà un peu. Mais à des fins de démo, je me suis permis de faire un dossier libre à l'intérieur de l'API Angular. Mais vous allez cloner, vous allez regarder, on va le voir ensemble. C'est totalement découplé du framework. Il n'y a pas de technologie, il n'y a que du TypeScript. Ce qui fait que vous pouvez juste copier le dossier, le router dans n'importe quelle API, Svelte, React, c'est portable en fait. Alors pour vous présenter, je vais vous présenter un peu quelques éléments. Je présenterai peut-être pas tout, sauf si la réalisation nous le permet. Mais je commence par présenter déjà le form field. Remarquez que la classe form field, en fait, c'est elle qui est responsable de créer, si vous voulez, un champ du formulaire. Il n'y a pas de technique, il n'y a que du framework, il n'y a que le langage de programmation. Je sais qu'il me reste sur coup de temps. Bon, je vais essayer d'aller un peu vite. Bon, ce qui est important, c'est que vous remarquez en fait que pour créer un champ de formulaire, voilà, on précise bien évidemment le nom, la valeur,
la valeur initiale, les validateurs. Le validateur, ça peut être une liste, en fait. Et ensuite, donc, on a la méthode validate qui, elle, en fait, permet de valider de s'assurer que le champ est valide, en tout cas. Et après, je présenterai rien que les plus importants. Le reste du code, je vous laisserai regarder. On a donc maintenant le form, en tout cas, qui représente, autant pour moi, qui représente l'ensemble des champs du formulaire. Et dans cette classe form, on a aussi également une méthode validate qui, elle, permet de valider le formulaire dans son ensemble. Remarquez que ma méthode de validation ne dépend pas d'Angular. Vous n'avez pas vu, j'ai importé un validator from form group. Pas du tout. C'est du TypeScript, en fait. Je peux le tester à n'importe quel moment. C'est ça l'avantage, en fait. Et du coup, je peux aussi le porter, le réutiliser avec Svelte, même chez Node.js et autres, en tout cas. Ok. Cool. C'est ça le but, hein. C'est du TypeScript tout simplement, c'est le but. Bravo, vous appliquez l'architecture hexagonale. Du coup, après, je vais présenter un peu la classe, je vais présenter forme logique. J'aurais bien voulu faire une démo, mais je vous laisse le soin de faire ça. C'est pas compliqué, juste lancer le projet, regarder le formulaire, jouer avec, implémenter des validateurs. Avant même que je nous présente ça, voilà, c'est important que je vous présente un peu la classe validator. En fait, cette classe, elle a une seule méthode. Ceux qui font du Java diront que c'est une interface fonctionnelle. C'est une interface, pour moi, j'ai dit classe, mais c'est une interface. L'interface validator, elle a une seule méthode, la méthode validate. Ceux qui viennent du monde Java diront que c'est une interface fonctionnelle. Voilà, chacun ses appellations. Et maintenant, ici, j'ai créé une implémentation que j'appelle require validator. En fait, c'est le validateur qui permet de s'assurer que, qui permet d'indiquer que le champ est requis. Donc, en gros, avant de soumettre le formulaire, si ce champ n'a pas été rempli correctement, bah, le formulaire ne sera pas soumis. Bon, libre donc maintenant au développeur dans son projet de créer autant de validateurs, un validateur pour l'adresse mail, un validateur pour les numéros de téléphone, autant de validateurs qu'il souhaite. À l'arrière, je demande juste quelques minutes et c'est bon. Maintenant, forme logique, le forme logique, en gros, si vous voulez, c'est le service qui implémente notre port primaire. Il est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le forme logique maintenant qui va utiliser nos adaptateurs. C'est lui qui va utiliser donc maintenant nos ports secondaires. Remarquez que il est dans le constructeur. Qu'est-ce que vous avez? C'est ça tout le gros du truc. Hein? Dans le constructeur, c'est là où tout le gros du truc. Et je chute par là à nos amis de l'arrière. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, on va initialiser le forme logique directement en lui passant l'adaptateur. Et dans mon cas, l'exemple d'application, l'adaptateur que j'ai créé, c'est l'adaptateur Angular. Ça veut dire, dans le code source Angular, je vous le présente vite fait. Alors, si on vient dans App, bon, j'ai travaillé dans le App Component vite fait. Voilà. Dans le code source Angular, directement vous vous rendez compte que j'initialise le form logique avec l'adaptateur Angular Form Framework. Ceux qui sont en React vont initialiser le form logique avec un React Form Framework. Donc voilà toute la puissance du truc, voilà tout le gros du truc. C'est portable, c'est testable. Maintenant, par contre, il y a une subtilité. Ça, c'est l'exemple de démo. C'est pourquoi je me suis permis de faire des news comme ceci. Mais ne faites surtout pas ça chez vous. Ne faites surtout pas ça sur vos projets. Sur vos projets, qu'est-ce que vous allez utiliser pour instancier? Je l'ai fait à guise de démo, mais je savais que j'expliquerai par la suite. Sur vos projets, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour ça? Il faut plutôt l'ingestion de dépendance. Ça rejoint le talk, l'excellent talk d'Ezekiel tout à l'heure. Il ne faut pas faire des new, mais il faut laisser le framework, en fait, injecter la dépendance. Et pour ça, comme on a vu tout à l'heure avec Ezekiel, vous avez plusieurs approches. Use class, use factory et tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, voilà, je pense avoir un peu fait le tour. Après, dans l'application en elle-même, pour soumettre le formulaire, bien évidemment, on va procéder à une validation. Vous allez remarquer que la logique de validation, elle ne dépend pas du framework, c'est pas de l'Angular, c'est une validation custom que nous avons écrite purement TypeScript. Je vois déjà certains me dire, ah ouais, mais tu réinventes la roue, tu réécris tout ce qui est déjà écrit. Oui, ça vaut la peine si le formulaire est complexe. Non, ça ne vaut pas la peine si le formulaire est simple. Et je crois que je chuterai par là. Merci à vous pour votre aimable attention. S'il y a des questions,
C'est avec grand plaisir. Mm. Okay, thank you very much, Ivan, for your presentation. And sorry I had to cut you short because we are going out of time, and a lot of us are tired, and our audience are tired too. So, and we have a couple of speakers left, so we have to really hasten up. So we're going to take two questions, one from the hall, if we have one, and one from online. Do we have a question here? Okay. John. Bon, déjà, merci pour la présentation, c'était très bien. Et bon, lorsque tu présentais l'architecture hexagonale, en fait, je me suis beaucoup retrouvé, en fait. J'aimerais savoir quelle est la différence entre ça et la clean architecture. Ouais, c'est une bonne question. Après, bon, ça c'est à titre personnel. Pour moi, la réponse en engage que moi. Pour moi, l'architecture hexagonale, c'est une déclinaison de la clean architecture. Voilà, ouais, c'est une déclinaison parce que les deux visent le même but. Lorsque Oncle Bob écrit son livre l'architecture propre, c'est clean architecture, je crois. L'architecture propre, oui, c'est ça en français. Lorsqu'il écrit son livre, pour lui, il dit clairement ceci, je vais le paraphraser, c'est que un bon architecte sait repousser pour plus tard les choix technologiques. Donc, dans l'esprit de Oncle Bob, en fait, lorsque tu conçois ton application, il n'est pas encore question directement de réfléchir à la base de données. Moi, ça m'a aussi choqué quand j'ai appris ça. Je te vois un peu peut-être choqué, mais oui, pour lui, il ne faut pas penser directement aux détails technologiques, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans la plupart des projets. Parfois, j'en ai aussi souvent fait par la fois des choses qu'on se retrouve dans les équipes. Mais il ne faut pas directement penser technologie, il ne faut pas penser à la base de données, il ne faut pas penser à, je sais pas, le framework à la mode qu'on va utiliser, mais il faut d'abord et toujours pour lui concevoir le comportement. Et en gros, quand tu conçois ton comportement, tu vas le tester, le déployer séparément et par la suite, donc maintenant, construire, si tu veux, des détails de bas niveau. Alors, lorsqu'on parle des détails de bas niveau, en fait, c'est tout simplement des détails qui relèvent de la technique. Par exemple, ta base de données, ça peut être SQL, NoSQL, je sais pas, ton broker. C'est des détails qui relèvent vraiment de la technique. Donc, pour faire simple, oui, c'est important, Ray, s'il te plaît, avec ton concours, c'est important quand même qu'on prenne. C'est pour faire simple, en fait, en gros, c'est quoi? Architecture hexagonale, déclinaison de la clean architecture, parce que les deux, pour moi, visent le même objectif. Séparer les responsabilités. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre une question de ceux qui sont en ligne. Ok. Mon ami Fabius, que je salue au passage, demande s'il existe des conventions de nommage des fichiers. Oui, il existe des conventions de nommage, mais ça reste, ça reste comme son nom l'indique, une convention. Voilà, c'est pas obligatoire, n'est-ce pas? J'aurais pas la prétention ici d'imposer des normes ou quoi que ce soit, mais je veux me référer toujours à Alistair parce que c'est lui le précurseur de l'architecture hexagonale. Lui, il dit qu'en fait, les fichiers, si tu veux, tes différents ports doivent commencer par for, en fait. Donc, si j'écris une interface pour le paiement, je dois l'appeler for payment. Si j'écris une interface pour faire, je sais pas, du signalement, je dois l'appeler for signalement parce que pour lui, ça permet de comprendre directement ce que fait l'interface en tout cas. Donc, voilà la convention imposée. Maintenant, après, pour le reste, Alistair nous dit tout simplement que, il n'impose pas. Est-ce qu'il faut faire un module? Est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est suivant l'équipe, suivant nos conventions propres à nous. Alors, merci beaucoup, Yvon. En fait, nous te remercions pour ta présentation. Nous avons des gens qui sont... Oh, forcément. Bon, dernière question. Ok, merci Yvan pour la présentation, très intéressante. Moi j'ai une question, c'est bon, l'impression que j'ai déjà après avoir écouté ça, c'est que l'architecture elle est beaucoup plus faite pour lorsqu'on a envie de créer une sorte de bibliothèque qui peut être utilisée quel que soit le langage. Mais si je suis dans un projet bien précis en entreprise, je travaille sur un projet peut-être sur Angular, je ne vois pas l'intérêt de faire
par exemple, le cas de gestion de formulaire, comme tu l'as fait avec purement du TypeScript, en utilisant l'architecture hexagonale, au lieu de faire ça, je pourrais par exemple utiliser un autre design pattern, peut-être comme les Abstract Factory, où je peux faire toute cette logique-là dans ma classe abstraite et à chaque fois en étant importé dans mon composant pour l'utiliser. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est ça en fait, ou c'est beaucoup plus pour des bibliothèques un peu abstraites et où c'est vraiment on peut utiliser ça dans les projets de tous les jours? Okay. Bon, c'est une bonne question. Oui, parce que ça reste toujours un débat. Faut-il appliquer l'architecture? Ne faut-il pas l'appliquer? Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que il ne faut pas tomber dans le syndrome de vouloir tout appliquer, n'est-ce pas? Ça dépend bien évidemment de ton contexte. Si tu travailles sur une application qui a un métier riche, alors à coup sûr, je te suggérerais de partir sur une architecture hexagonale. Pourquoi? La raison est toute simple. Faciliter tes tests. C'est la raison. Parce que lorsque ton domaine est riche, ça veut dire que tu as des comportements, tu as des scénarios. Si telle condition, alors fais ça. Si telle autre, alors fais ça. Comment tu fais pour tester si déjà à la base, en fait, ces comportements sont englués ou du moins ces comportements sont pollués par la technique? Tu ne peux pas tester, n'est-ce pas? Pour que tu puisses tester, il faut que tu isoles tout ce qui est technique. Tu ne restes que avec ton métier proprement dit. Alors, à ce moment-là, c'est facile pour toi d'écrire des tests. Je ne parle pas des tests unitaires, pas des tests d'intégration, autre chose, pas de tests unitaires. C'est facile pour toi de tester de manière unitaire tes scénarios, tes comportements. Et une fois que tu as testé, tu es sûr qu'en fait, l'application que tu livres répond exactement aux besoins. Dans les projets, par exemple, toi qui es, je suppose, si je pose la question pour toi qui es développeur front-end, je te demande si ça vaut la peine. Ça ne vaut pas toujours la peine dans la plupart des applications front-end. Mais pour les applications non triviales, pour moi, c'est un impératif. Parce que voilà, il y a la raison de test. Et après, à côté de la raison de test, il y a aussi le fait que lorsqu'on dépend trop du framework, ça peut être compliqué. Peut-être, je chute par là, right? Peut-être je prends l'exemple de AngularJS. À la base, c'était AngularJS. Et après, Google rachète la startup qui éditait AngularJS. Et Google décide de réécrire tout le framework. Quand Google décide de réécrire tout le framework, il y a pas mal de breaking change qui ont été introduits. Alors, si je dépendais entièrement, si j'ai une grosse API, par exemple une API de trading qui dépend entièrement d'AngularJS, c'est le chaos. Mais si par contre maintenant mon application a des mécanismes d'abstraction qui me permettent de me protéger du framework, alors il n'y a juste que des parties de l'application à réécrire, mais pas toute l'API en tout cas. Donc pour te répondre, si tu travailles sur une application triviale, pas besoin. Mais dès lors déjà que c'est une application non triviale avec un domaine métier riche, il faut clairement séparer toujours. Ça va t'aider. Voilà. Ça facilitera les tests aussi. Thank you very much, Ivan. That's the last question and no more. So, ladies and gentlemen, that was Ivan that we had, and